Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à ce mercredi du 31 janvier 2024. Alors aujourd'hui, on va voir la période de conservation des données personnelles. Donc, on va aller approfondir le sujet et clarifier une fois pour toutes de quoi il en ressort. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, eh bien, l'Académie de formation et de prévention de la fraude, nous avons été fondés en 2020 par moi-même et Claudia Aubry, qui est ma conjointe. Et notre mission, en fait, c'est d'apporter des outils aux professionnels pour mieux lutter contre la fraude. Donc, il y a une célèbre citation du général Sun Tzu, qui a écrit le livre L'art de la guerre au Moyen Âge et qui disait, si tu ne connais ni ton adversaire et ni toi-même, à chaque bataille, tu seras vaincu. Donc, si vous ne connaissez pas comment les fraudeurs vont venir à vous, eh bien, vous allez vous faire prendre à chaque intervention qu'ils vont faire auprès de vous. Alors, pour cette fin, nous avons donc créé une école de formation qui est l'Académie. Et sur notre plateforme, vous pouvez faire des formations qui sont en lien avec la fraude, le blanchiment d'argent, le vol d'identité, la fraude immobilière, obtenir des UFC avec votre ordre professionnel. Nous avons plusieurs accréditations, autant avec l'autorité des marchés financiers en courtage hypothécaire, l'OASIC et le barreau et d'autres associations également. Alors, on vous invite à voir notre catalogue pour voir les formations qui sont accréditées pour vous. Alors, je me présente, mon nom est Sylvain Paquette, je suis cofondateur de l'Académie de formation et de prévention de la fraude. Je suis également consultant en gestion et prévention de la criminalité financière et je suis également aussi vice-président pour le chapitre du Québec pour l'Institut canadien du crédit, qui est une association professionnelle de directeurs de crédit qui existe depuis 1928 au Canada. Alors, je suis responsable pour la division du Québec. Je suis également l'organisateur du colloque sur la fraude qui a lieu à chaque année à Montréal. Alors, l'objectif des mercredis, eh bien, c'est d'amener de la formation aux professionnels, donc vous outiller, vous donner des connaissances pour mieux aider vos clients. Et tout ça afin de les protéger contre les arnaques, les différentes entreprises qui offrent ou les personnes qui vont s'autoproclamer experts et qui offrent des services là, de correction de crédit. Donc, tout ça est pour vous donner des outils pour mieux protéger vous-même et vos clients. Alors aujourd'hui, on va voir la période de conservation des données personnelles. Alors, on va couvrir différentes visions des données. On va en parler ici dans la table des matières. Donc, on va voir la législation et la définition. Ensuite, dans la deuxième section, recommandations pour le citoyen. Donc, tout ce qu'il faut garder comme document en matière de données personnelles. On va voir ce qui a trait aux agences d'évaluation de crédit telles Equifax et TransUnion. On va voir aussi au niveau des institutions financières quelles sont les règles pour la conservation des données personnelles, au niveau de la CANAF pour les professionnels, en matière de recouvrement également. On va voir comment on peut accéder à nos renseignements personnels détenus par une entreprise et on va voir les sanctions et mesures pécuniaires auxquelles les entreprises font face lorsqu'ils ne veulent pas collaborer ou ne veulent pas donner des informations qui sont à votre dossier. Alors, au niveau de la législation et définition, alors, il y a deux juridictions, là, en fait, en matière de données personnelles. Il y a celle détenue par les organismes publics, donc on parle ici du gouvernement, de l'État, des organismes publics ou parapublics. Ensuite, il y a les organismes privés, donc ce sont les entreprises telles les banques, les agences de crédit, les compagnies privées, les compagnies de finances, les fiducies, les coopératives de crédit. Et dans ça, on va retrouver également le domaine industriel, les PME et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment deux juridictions en matière de données personnelles. Il y a aussi deux législations, ça va de soi, au Canada en matière de protection des renseignements personnels. D'abord, au niveau fédéral, ce qui va encadrer les données personnelles, c'est la loi sur la protection des renseignements personnels et également la loi sur la protection des renseignements personnels et des documents électroniques. Donc ça, c'est au niveau fédéral et au niveau provincial, on a la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Donc, c'est ce qui va
couvrir les règles et les pratiques au niveau des entreprises privées, et la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Qui veille à l'application de ces lois au Canada? Eh bien, si on parle du niveau fédéral, eh bien, ça va être le Commissariat à la protection de la vie privée. Et si on parle au niveau provincial, c'est la Commission d'accès à l'information du Québec. Maintenant, la définition légale de renseignement, eh bien, un renseignement, c'est ce qui permet d'identifier une personne physique directement ou indirectement. Les renseignements personnels sont confidentiels. En termes militaires, un renseignement, c'est ce qui nous permet d'avoir un avantage sur notre ennemi, donc d'être en mesure de bénéficier d'un avantage pour remporter une guerre. Donc, en termes militaires, c'est la définition d'un renseignement. Pour les fraudeurs, pour les compagnies de publicité, eh bien, le renseignement, ça permet d'avoir un avantage également sur le futur client. Donc, c'est bon pour le ciblage. Alors, je pose une question aussi. Est-ce qu'une adresse courriel est un renseignement personnel? Eh bien, la réponse est oui, c'est un renseignement personnel puisqu'on a notre nom, notre prénom et l'adresse courriel. Donc, c'est considéré comme un renseignement personnel. Et si je vous pose la question maintenant, est-ce qu'une photo est un renseignement personnel? Eh bien, une photo, personne ne peut utiliser une photo de vous à moins que vous ne lui permettiez de le faire. C'est votre droit à l'image et c'est à vous de décider l'utilisation qui peut en être faite de cette image. Vous pouvez donc vous opposer à sa reproduction ou sa diffusion. Donc, l'image, ça rentre aussi dans une certaine forme de renseignement personnel. Est-ce que le nom d'une personne est un renseignement personnel? Eh bien, ça va de soi. Poser la question, c'est y répondre. Eh bien, oui, et d'autant plus si le nom est accompagné de renseignements qui le concernent. C'est ce qui définit, en fait, des renseignements personnels. Donc, si je présente une carte d'affaires et qu'il y a mon nom dessus avec mon adresse courriel, mon numéro de téléphone, eh bien, ce sont des renseignements personnels. Est-ce que les données biométriques sont considérées comme des renseignements personnels? Donc, ce qu'on entend par données biométriques, bien, on va parler des empreintes digitales, des échantillons d'ADN, les fluides corporels, la reconnaissance faciale, les lectures de la rétine sont des exemples d'éléments biométriques considérés comme des renseignements personnels. Et ça, c'est très important que ça soit encadré par la loi, puisque dans le futur, à l'heure même où on se parle aujourd'hui, les fraudeurs sont capables de commettre des fraudes. Il y en a un qui manque là-dedans, en fait, c'est la voix de la personne, parce que maintenant, avec les deepfakes, ils sont capables de reproduire la voix à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc, il en va de même aussi avec les photos, ils sont capables de les animer et de faire parler une personne. Donc, vous pourriez recevoir, par exemple, un courriel ou un vidéo sur Messenger de votre père qui est en Floride, qui a été enlevé par des ravisseurs et qui demande une rançon, mais qu'en fait, il ne s'agit pas de votre père. Votre père était dans un Dairy Queen en train de manger de la crème glacée, mais vous recevez une demande de rançon sur votre Messenger et on vous demande, il y a une vidéo de votre père qui vous demande de transférer dans les 2 prochaines heures la somme de 20 000 $. Sinon, si vous appelez la police, eh bien, il arrivera quelque chose de grave. Donc, c'est de plus en plus utilisé. C'est pour ça que dans le futur, il faut vraiment adopter, je vous dirais, une prudence majeure sur tout ce qui est données biométriques, puisque même avec nos téléphones cellulaires, on ouvre l'application avec notre visage et si votre compte bancaire s'ouvre également avec votre visage, eh bien, ça peut être facile pour des fraudeurs de tout simplement vous séquestrer et à l'aide de votre téléphone, ils vont tout simplement le placer devant votre visage, ouvrir vos applications, puis ensuite se transférer de l'argent. Cette pratique-là est très répandue en Amérique du Sud ou dans les pays où la sécurité est très questionnable. Donc, c'est à y penser 2 fois. Alors, soyez prudents avec les renseignements biométriques. Alors, ce qui est recommandé pour le citoyen maintenant en termes de conservation de documents, eh bien, on dit que la durée de conservation des documents varie généralement entre 6 mois à 6 ans.
pour certains types de documents ou de biens, et il peut être recommandé de les conserver sur toute la durée de la possession ou toute la vie du détenteur. Donc, on va voir rapidement en quoi il en ressort de ça. Donc, à conserver pendant 6 mois ou jusqu'à l'expiration de la garantie, on parle entre autres des factures de réparation de véhicules. Pourquoi? Parce que généralement, il va y avoir une garantie par l'Office de la protection du consommateur qui va aller jusqu'à 6 mois. Même chose pour les factures de réparation d'appareils électroménagers ou domestiques. Maintenant, si on va dans d'autres documents, on dit ici de conserver pendant 3 ans les factures de téléphone, Internet, de câbles, les factures d'électricité, de gaz ou de mazout, les factures de soins de santé et d'honoraires professionnels, factures de services, de loisirs, de frais de scolarité, les reçus de loyer, les reçus de taxes municipales, scolaires ou d'eau. Donc, c'est ce qui est recommandé de garder au moins pendant 3 ans. Je sais qu'il y en a d'entre vous qui gardent ça dans une boîte pendant 20 ans, mais c'est inutile de garder ça aussi longtemps. Au pire, vous pouvez toujours les scanner les documents puis les conserver sur une clé USB. C'est plus écologique et ça va prendre beaucoup moins de place dans votre propriété. Maintenant, conserver pendant 6 ans les livrets ou relevés de compte chèque, les déclarations de revenus et documents connexes, les quittances de prêts hypothécaires, talons de paye et d'assurance emploi, documents relatifs aux allocations familiales et les relevés de pension de sécurité de la vieillesse. Donc, c'est recommandé de garder ça pendant une période de 6 ans à la maison. À conserver pendant la durée de la possession, donc on parle ici des baux, les contrats d'achat de véhicules ou de motocyclettes, de motorisés, de bateaux, les factures et certificats de garantie d'un appareil électrique et électroménager, audio ou bien des appareils coûteux, les polices d'assurance vie contre l'incendie, le vol ou de responsabilité civile jusqu'à indemnisation s'il y a lieu, les certificats de dépôt à terme, de registre enregistré d'épargne retraite, de placement, obligation d'épargne, les factures et états de compte d'un bien payé avec une carte de crédit et les certificats de garantie tels les pneus, les antirouilles, les traitements et ainsi de suite. Maintenant, au niveau de conserver à vie, on parle ici des contrats d'achat et de vente ou d'une maison, d'un terrain ou d'un acte de donation. On ne sait jamais, vous pouvez avoir vendu une maison il y a 20 ans et qu'il y a un vice caché qui est découvert et par la suite, il y a une poursuite successive contre tous les anciens propriétaires. Eh bien, c'est important de garder ces documents-là à vie parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut ressortir du passé. Les jugements de séparation et de divorce, bien important de les garder. Contrat de mariage, d'union civile ou de fait. Les diplômes et certificats d'études, très important de les garder. Certificat de naissance, certificat de décès d'un proche, carnet de santé, testament, c'est toutes des choses qu'on doit conserver à vie. Et évidemment, le certificat de baptême là, pour ceux qui ont été baptisés. Maintenant, au niveau des agences d'évaluation de crédit, qu'est-ce que les agences vont garder et quelle est la loi, quelles sont les politiques? Eh bien, quand la loi sur la protection des renseignements personnels a été amendée en 1994, le gouvernement québécois devait émettre un calendrier pour déterminer la période de conservation des données en matière de dossier de crédit. Cependant, ce calendrier-là n'a jamais vu le jour. Alors, ce sont des politiques qui ont été mises en place par les agences d'évaluation de crédit pour décider de la période de conservation de données. Alors, par exemple, au niveau des opérations de transaction, si on parle pour Equifax, donc tout ce qui est opération, carte de crédit, prêt personnel, prêt auto, prêt hypothécaire, eh bien, on va les garder 6 ans en dossier à partir de la date de la dernière activité qu'il y a eu. Donc, soit un dernier paiement, soit un défaut. Mais bref, ça va rester 6 ans. Un jugement, quoique les jugements sont exécutoires pendant une période de 10 ans, eh bien, ils vont seulement rester 6 ans sur le dossier de crédit à compter de la date du règlement ou la date du dépôt du jugement, donc la date qui va apparaître. Les comptes en recouvrement, c'est toujours 6 ans à partir de la date de la dernière activité, mais attention, il y a une disposition de la loi, dans la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé,
qui permet à l'agence de recouvrement d'accéder au dossier sans le consentement du consommateur et de pouvoir rapporter à nouveau ad vitam aeternam, puisque c'est une dette qui est en recouvrement, en fait, de rapporter sur le dossier de crédit. Alors, on va en parler un petit peu plus loin tout à l'heure. Les prêts garantis. Donc, ce qu'on entend par prêt garanti, c'est un prêt sur lequel il y a une garantie, donc sur un bien, soit mobilier ou immobilier. Donc, il y a une aliénation, un gage ou un lien sur un bien comme un prêt auto, par exemple. Et le prêt, lui, peut être rapporté sur le dossier de crédit, mais le gage sur le bien, lui, ne sera pas rapporté sur le dossier de crédit au Québec. Dans le reste du Canada, les gages sont rapportés dans la section des archives publiques. Alors, ça va être indiqué Secure Loan avec une date. Et ça, c'est en vertu du PPSA, le Personal Property Security Act. Alors qu'au Québec, ici, les gages sur les biens qui sont nantis d'un prêt garanti vont apparaître. Si c'est un bien mobilier, ça va être au RDPRM, donc le registre des droits personnels réels immobiliers. Et si c'est un bien immobilier, eh bien, ça va être au registre foncier du Québec. Ensuite, une première faillite va rester sur le dossier de crédit 6 ans après la libération. Attention, il y a des libérations qui peuvent prendre de 9 mois jusqu'à 21 mois, si c'est dans le cas d'une première faillite. Donc, c'est 6 ans après le 21 mois que ça va rester sur le dossier de crédit. Et après 6 ans, ça va être purgé automatiquement. Les deuxièmes faillites et faillites successives, eh bien, c'est 14 ans après la date de libération. Attention, une deuxième faillite, dépendamment du district judiciaire où le débiteur habite ou a réalisé sa deuxième faillite, eh bien, on peut parler d'un délai de 24 à 36 mois avant d'obtenir une libération. Il faut savoir aussi que s'il y a une deuxième faillite qui est survenue dans les 14 années précédentes, eh bien, ça va faire réapparaître la première faillite sur le dossier de crédit avec la deuxième et là, à ce moment-là, ça va gravement endommager le dossier de crédit. Au niveau des propositions consommateurs, eh bien, c'est 3 ans après le remboursement intégral de la proposition. Donc, si par exemple, la personne paie pendant 5 ans son syndic autorisé en insolvabilité et après 5 ans, elle est libérée, donc elle a remboursé intégralement, eh bien, ça va rester 3 ans sur le dossier de crédit, puis ensuite, ça va être purgé du système. Si toutefois la personne a remboursé sa proposition à l'intérieur d'un délai de 12 mois, eh bien, à partir de la date du remboursement intégral, ça va rester 3 ans. Donc, on compterait en totalité 4 ans que ça resterait sur le dossier de crédit. Les propositions de consommateurs en défaut, donc ça veut dire que le débiteur n'a pas payé, n'a pas honoré son entente avec ses créanciers auprès du syndic, donc il n'a pas payé le syndic depuis au moins 3 mois. À ce moment-là, la proposition va rester pendant 6 ans sur le dossier de crédit. Déclaration de consommateur, eh bien, c'est un message que le consommateur peut faire afficher sur son dossier de crédit. Donc, ça peut être un message explicatif ou justificatif pour expliquer une situation quelconque. Et ce message-là peut être retiré à tout moment par le consommateur, mais sinon, ça va rester 6 ans sur le dossier de crédit. Ensuite, les conseils en crédit. Donc, ça, ce sont des organismes qui font ce qu'on appelle du credit counseling. Donc, ces entreprises-là sont souvent encadrées par l'Institut canadien des banquiers et ça permet aux gens de pouvoir prendre entente avec leurs créanciers et de rembourser sans intérêt sur une période de temps donnée. Toutefois, ça a quand même un impact sur le dossier de crédit, mais généralement, ce sont des organismes à but non lucratif qui vont encadrer cette pratique-là. Ici, au Québec, il y a une nouvelle disposition dans la loi sur l'Office de la protection du consommateur qui fait en sorte que il y a ce qu'on appelle des commerçants de règlement de dette. Donc ça, il faut obtenir un permis pour ça. Et ça permet d'agir un peu comme ces organismes-là, donc de pouvoir négocier des dettes auprès des créanciers et d'arriver à une entente. Ensuite, il y a les messages d'alerte de fraude. Donc, à partir du signalement par le client, le message d'alerte va rester pendant une période de 6 ans sur le dossier de crédit Equifax.
Note explicative pour une procédure de rectification auprès de la Commission d'accès à l'information. Bien, ça, c'est lorsque une information elle est contestée, eh bien, tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas de décision de rendue par la Commission d'accès, eh bien, la note explicative va rester au dossier. Donc, la note explicative sert à expliquer un litige à partir de la perception du consommateur, donc qui explique pourquoi il conteste cette information-là. Et ce message-là va être rapporté sur le dossier de crédit. Maintenant, les gels de sécurité, donc c'est en fait ça issu de la loi sur les agents d'évaluation de crédit qui maintenant a confié le mandat à l'autorité des marchés financiers d'encadrer les pratiques commerciales des agences de crédit telles Equifax et TransUnion. Le gel de sécurité permet en tout temps à un consommateur de geler son dossier de crédit de sorte à bloquer toute demande de crédit provenant d'une institution bancaire ou d'un marchand, donc pour des biens de consommation. Toutefois, ça n'empêche pas de continuer à rapporter à tous les mois les créanciers qui sont déjà actifs, les fournisseurs de crédit déjà présents sur le dossier de crédit. Donc, eux peuvent continuer à rapporter, mais toute nouvelle demande va être bloquée. Donc, ça va être utilisé particulièrement lorsqu'il y a fraude à l'identité ou usurpation d'identité. Dans le cas de TransUnion, ce qui les distingue d'Equifax, c'est qu'Equifax, eux, vont faire au prêteur un dossier de crédit qui détient de l'information jusqu'à 6 ans en arrière. Alors que TransUnion, eux, offrent un dossier de crédit au prêteur qui contient jusqu'à 20 ans d'information de crédit. Toutefois, les institutions financières vont travailler des fois avec un ou l'autre des agences de crédit ou des fois avec les deux. Ils vont préférer, dans certains cas, travailler avec Equifax parce que ces derniers offrent des solutions de pointage et de décision de crédit et de gestion du risque qui sont très performants, versus TransUnion qui, eux, sont un peu moins performants à ce niveau-là, mais par contre, en termes d'information, ben, ils détiennent jusqu'à 20 ans en arrière. Alors, les institutions vont parfois consulter les deux, parfois l'un ou l'autre, dépendamment en fait, c'est discrétionnaire. Donc, si on regarde du côté de TransUnion, les opérations de transaction, tout ce qui est carte de crédit, prêt personnel, prêt auto, hypothécaire, ça va rester 6 ans sur le dossier de crédit. Les jugements, c'est 1 an de plus que chez Equifax, donc 7 ans. Les comptes en recouvrement, c'est 6 ans à partir de la dernière date d'activité. Les prêts garantis, eh bien, toujours à compter de la date d'enregistrement. Ici, ce n'est pas disponible au Québec. Les premières faillites vont rester 1 an de plus que chez Equifax, donc plutôt que 6 ans, c'est 7 ans après la libération. Donc, si la libération a pris 9 mois, bien, ça sera 7 ans et 9 mois. Et si ça a pris 21 mois pour être libéré, bien, il faut ajouter 21 mois à 7 ans. Une deuxième faillite ou faillite successive, on parle de 14 ans après la libération. Proposition de consommateur, bien 3 ans après la libération. Proposition de consommateur en défaut, 7 ans cette fois-ci. Déclaration de consommateur, eh bien ici 6 ans, donc c'est un message, même chose que chez Equifax, auquel un consommateur peut inscrire sur son dossier de crédit. Toutefois, au niveau des conseils en crédit, c'est 2 ans où ça va rester sur la fiche de crédit versus 3 ans chez Equifax. Les messages d'alerte de fraude, eh bien, ils vont rester 2 ans et c'est au consommateur à aviser TransUnion pour renouveler, en fait, l'alerte de fraude. Les notes explicatives, c'est le même principe qu'avec Equifax, donc c'est à partir de la décision de la Commission d'accès à l'information du Québec. Et les gels de sécurité, eh bien, même chose qu'Equifax, c'est sur demande. Donc, si on regarde ici, on a un tableau d'un dossier de crédit. Eh bien, si on veut savoir combien de temps que l'information va rester sur le dossier de crédit, eh bien, on doit aller voir ici, là, juste au centre, on a dernière date de la dernière activité. Donc, si le compte est fermé, donc il n'y a plus d'activité au compte, on voit que le compte est inactif, eh bien, ça va être 6 ans à partir de la dernière date d'activité. Donc, on voit ici le 5 juillet 2022. Donc, 6 ans après cette date-là, le compte va tout simplement être supprimé. Toutefois, si le compte est toujours actif, même s'il y a une dernière activité, ça ne veut pas dire que le compte ne va être supprimé après 6 ans. Donc, tant et aussi longtemps que le compte reste ouvert, eh bien, il n'y aura pas de suppression
de l'information. Mais s'il y a de l'activité, s'il y a de l'inactivité, eh bien 6 ans plus tard, ça va être tout simplement purgé du système. Maintenant, sur le dossier de crédit, au niveau des demandes de crédit, eh bien, si on regarde ici dans la section des interrogations faites par les fournisseurs, eh bien, on va avoir jusqu'à 3 ans qui vont être gardés en arrière. S'il y a des demandes qui proviennent de l'international, donc par exemple une compagnie canadienne qui transfère les renseignements personnels du client vers une filiale aux États-Unis, eh bien, ces données-là, ça va être inscrit tout simplement International USA et ces données-là vont rester ad vitam aeternam dans le dossier de crédit. Alors, sinon, les autres demandes, comme on peut voir ici, on va avoir le nom du membre, le numéro de membre et à l'intérieur, on peut voir le code d'industrie, donc les 2 lettres. Si on regarde ici, on voit FA, AN, FA et on descend. Le code d'industrie, lui, vient désigner le type de prêteur et le type de produit demandé. Et également, ce code-là, lorsque, par exemple, le prêt va être approuvé, qui va ensuite apparaître dans les 30 à 60 jours suivants sur le dossier de crédit dans la section des fournisseurs, eh bien, va déterminer également au niveau du pointage l'influence qu'il aura sur l'algorithme de pointage. Donc, pourquoi? Parce que ça vient désigner aussi le type de produit. Donc, est-ce que c'est du produit à risque ou c'est du produit normal, donc du prêt bancaire ou des cartes de crédit. Donc, les informations ici, à partir de la date de l'interrogation, ce qu'on peut voir à droite ici, eh bien, ils vont rester 3 ans et après 3 ans, ils vont être purgés du système tout simplement. Maintenant, au niveau des institutions financières pour la période de conservation de données, eh bien, généralement, les clôtures de comptes, donc dès que les comptes sont fermés, eh bien, ils vont garder ça en fiche, ils vont garder ça en institution pendant une période de 5 ans. Les relevés de compte, images de chèques, même chose aussi, ça va être 5 ans. Et les données personnelles et profils, généralement, ça va être 7 ans. Donc, ça ici, c'est ce qu'on peut voir, ce sont des politiques de conservation de données. Donc, ça peut être variable d'une institution à l'autre. Mais en général, vous pouvez demander un accès à vos documents, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, et ça va vous permettre de voir quelles données personnelles l'institution ou l'entreprise détient sur vous. Au niveau de la CANAF, maintenant, eh bien, pour les professionnels comme les courtiers hypothécaires, les courtiers immobiliers, eh bien, lorsque vous faites une déclaration d'opération douteuse ou toute forme de déclaration auprès de la CANAF, eh bien, vous êtes tenu de garder pendant au moins une période de 5 ans la documentation que vous avez complétée et le dossier que vous avez complété. Donc, on ne s'étirera pas plus sur la CANAF. Il y aura éventuellement dans le futur peut-être une formation à ce sujet. Maintenant, en matière de recouvrement, et là, on rentre dans quelque chose d'intéressant au niveau du dossier de crédit. Donc, dans la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, si on va à l'article 18, ça dit une personne qui exploite une entreprise peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel qu'elle détient sur autrui. Donc, si on va à l'article 9.0, eh bien, une personne qui, en vertu de la loi, peut recouvrir des créances pour autrui et qui le requiert à cette fin dans l'exercice de ses fonctions. Donc, lorsque on veut recouvrer une créance, il n'y a pas de temps comme tel. On peut transférer le compte à n'importe quel moment. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais Sylvain, la dette fait l'objet d'une prescription extinctive en vertu du Code civil. Bon, qu'est-ce que la prescription extinctive? C'est que dans le Code civil, ça dit que si une personne me doit 10 000 par exemple, à partir de la date du défaut de paiement, eh bien, j'ai 3 ans pour l'amener devant les tribunaux, donc pour introduire une requête auprès des tribunaux et obtenir un jugement. Si je ne l'ai pas fait après 3 ans, par le simple écoulement du temps, eh bien, la dette va tout simplement être éteinte, l'obligation est éteinte. Alors, c'est vrai pour la dette, mais pas pour l'information relative à cette dette-là. Et cette information-là peut perdurer dans le temps et peut être partagée indéfiniment. Donc, la logique derrière ça, la morale de cette histoire, c'est que si un débiteur a des comptes en recouvrement, il est préférable de prendre entente et de régler ces comptes-là. C'est très important.
Ensuite, à 9.1, une personne, si le renseignement est nécessaire aux fins de recouvrir une créance de l'entreprise. Donc, si c'est directement l'entreprise, elle est en droit d'échanger de l'information et de communiquer même avec le débiteur. Il y a une règle non écrite dans la communauté des créanciers qui dit qu'on n'accorde pas de crédit à un débiteur ou un consommateur qui est en recouvrement avec un fournisseur de crédit. Donc, on va exiger qu'il y ait une quittance qui soit émise avant d'octroyer le crédit. Comme ça, dans la communauté des créanciers, tout le monde est sûr, donc c'est une collaboration, tout le monde est sûr, quelque part à travers le temps, d'avoir une occasion de se faire payer sa créance. Donc, on invite les gens à consulter la loi sur le recouvrement de certaines créances. C'est une loi qui comporte environ 70 articles et qui explique en fait aux consommateurs tous les droits auxquels il a. Et cette loi-là est encadrée par l'Office de la protection du consommateur. Donc, c'est eux qui émettent les permis pour les agents de recouvrement et les agences. Alors, c'est important de consulter cette loi-là parce que ça nous démontre tout ce qu'un agent de recouvrement ne peut pas faire dans le cadre de sa pratique. Alors, c'est important de bien connaître cette loi-là et de la maîtriser. Maintenant, au niveau des procédures d'accès pour accéder à des renseignements personnels. Donc, si on voit ici en vertu du Code civil, on parle des articles 37 à 40. Alors, si on lit ici l'article 37, toute personne qui constitue un dossier sur une autre personne doit avoir un intérêt sérieux et légitime à le faire. Elle ne peut recueillir que les renseignements pertinents à l'objet déclaré du dossier. Elle ne peut, sans le consentement de l'intéressé ou l'autorisation de la loi, les communiquer à des tiers ou les utiliser à des fins incompatibles avec celles de sa constitution. Elle ne peut non plus, dans la constitution, l'utilisation du dossier porter autrement atteinte à la vie privée de l'intéressé ni à sa réputation. Si on va voir l'article 38, sous réserve d'autres dispositions de la loi, toute personne peut gratuitement consulter et faire rectifier un dossier qu'une personne détient sur elle, soit pour prendre une décision à son égard, soit pour informer un tiers, et ainsi de suite. Et si on va à l'article 39, celui qui détient un dossier sur une personne ne peut lui refuser l'accès aux renseignements qui y sont contenus. Donc, c'est une obligation par la loi auprès des entreprises privées ou des organismes publics de vous transmettre l'information qu'ils détiennent sur vous. Cependant, il y a une procédure à respecter et on peut voir si toute personne peut faire corriger dans un dossier les renseignements inexacts, incomplets, équivoques, elle peut faire supprimer un renseignement périmé ou non justifié par l'objet du dossier ou formuler par écrit des commentaires inversés au dossier. Donc, il y a un délai, c'est ce qu'on va voir. Alors, comment on procède pour accéder à nos informations? On fait ce qu'on appelle une demande d'accès aux données personnelles. Donc, ça, c'est en vertu de l'article 27 de la loi sur la protection des renseignements personnels. Il faut savoir que cette loi-là, sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, est une extension des articles 37 à 40 du Code civil. Donc, ça vient préciser là, ici ce qui ressort des articles 37 à 40. Donc, si on va lire l'article 27, toute personne qui exploite une entreprise et détient un renseignement personnel sur autrui doit, à la demande de la personne concernée, lui en confirmer l'existence et lui donner communication de ces renseignements en lui permettant d'en obtenir une copie. À la demande du requérant, un renseignement personnel informatisé doit être communiqué sous la forme d'une transcription écrite et intelligible. C'est pour ça que lorsque vous demandez par la poste, par exemple, une copie de votre dossier de crédit, eh bien, ils sont obligés de vous le fournir gratuitement. Lorsque le requérant est une personne handicapée, des mesures d'accommodement raisonnables doivent être prises sur demande pour lui permettre d'exercer le droit d'accès prévu à la présente section. Maintenant, on peut voir à l'article 30 ici de la même loi, une demande d'accès ou de rectification ne peut être considérée que si elle est faite par écrit par une personne justifiant de son identité à titre de personne concernée. Donc, la demande ne peut être faite que par écrit. Maintenant, on a un exemple ici d'une demande d'accès aux documents. Donc, ce modèle de lettre-là se retrouve sur le site de la Commission d'accès à l'information du Québec. Alors, voici tout simplement comment y accéder. Alors, vous allez sur le site de la Commission d'accès à l'information du Québec. Vous allez tout simplement cliquer dans la portion citoyen
Et ensuite, vous allez cliquer dans formulaire et lettres type pour le citoyen. Et ensuite, vous allez accéder tout simplement ici pour le citoyen aux listes des formulaires qui sont disponibles. Donc, on a deux types de demandes. Donc, une pour les organismes publics, donc tout ce qui est gouvernemental. Et ensuite, on va avoir les demandes d'accès dans les entreprises privées. Donc, si on va à la première, ici, on a un modèle en PDF et en Word, donc on peut écrire soi-même. Et on va tout simplement compléter la demande d'accès, l'envoyer à l'entreprise privée ou l'institution financière et demander d'avoir une copie de notre dossier. Alors, le processus maintenant, eh bien, on peut voir en haut ici, demande d'accès. Donc, supposons que je désire faire une demande d'accès auprès de une banque, une institution financière, et je vais avoir une copie de mon dossier. Alors, je vais rédiger la demande d'accès qu'on a vue précédemment en vertu de l'article 27 de la loi, et je vais l'acheminer à l'institution financière par écrit, idéalement par voie recommandée. Donc, une fois que l'institution financière reçoit la demande d'accès, elle a 30 jours pour vous en envoyer une copie de votre dossier ou vous permettre l'accès pour que vous puissiez la consulter sur place. Donc, après 30 jours, si vous avez toujours pas eu de réponse ou vous avez essuyé un refus, eh bien, c'est là qu'un recours peut s'introduire devant la Commission d'accès à l'information. C'est-à-dire que vous devez remplir un document qui s'appelle une demande d'examen de mésentente. Donc, c'est sur le site, ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous allez cliquer sur demande d'examen de mésentente. Vous allez compléter le formulaire, donner le résultat de la réponse que vous avez eue et vous allez transmettre cette information-là à l'adresse de la Commission d'accès à l'information. Bref, sur le formulaire de demande d'examen de mésentente, tout est bien expliqué. Alors, la Commission d'accès à l'information va se saisir du dossier. Il y a un avocat de la Commission d'accès qui va communiquer avec les parties pour tenter de régler le litige. Donc, pourquoi l'institution financière n'a pas envoyé les documents ou les a refusés. Et ensuite, s'il y a pas, ça ne marche pas comme ça, eh bien, ça va aller en médiation. Et si la séance de médiation ne peut pas se régler, eh bien, ça va aller en audition devant la commission. Mais heureusement, tous les institutions financières québécoises coopèrent très bien, respectent la loi et vont fournir une copie du dossier. Cependant, dans certaines circonstances, ils peuvent refuser de vous transmettre le dossier si, par exemple, il y a eu une demande de crédit frauduleuse à votre sujet et dans le cadre d'un organisme de répression du crime, il y a enquête en ce moment par cette institution financière-là, eh bien, c'est un motif dans la loi qui leur permet de ne pas vous communiquer l'information relative à votre dossier. Et s'il y a des renseignements, par exemple, qui relèvent de secrets bancaires ou d'algorithmes quelconques ou de secrets d'affaires, eh bien, ça peut être piavardé sur la copie qui va vous être transmise ou tout simplement retranché. Mais sinon, la majorité des renseignements vous concernant vont être transmis. Donc, si on continue, alors, les sanctions et mesures pécuniaires auxquelles les institutions financières ou les entreprises privées s'exposent, et pour ceux d'entre vous là, qui ont entendu parler de la loi 25, eh bien, ça vous concerne ici aussi, puisque si, par exemple, vous êtes un courtier hypothécaire, vous avez un dossier sur un client et que dans 2 ans, le client vous écrit et vous demande via un article 27 d'avoir une copie de son dossier. Donc, qu'est-ce que vous avez en filière? Eh bien, vous êtes dans l'obligation de lui fournir dans un délai de 30 jours. Et si vous ne le faites pas, eh bien, vous vous exposez à des sanctions et mesures pécuniaires et même, dans certains cas, disciplinaires auprès de votre ordre professionnel. Donc, bien important, vous devez savoir ça. Et les sanctions, attention, c'est assez salé avec les nouvelles lois. On parle d'un montant maximal de 50 000 pour des sanctions administratives dans le cas d'une personne physique et 10 millions de dollars ou 2 du chiffre d'affaires mondial de l'exercice financier. Donc, ça peut être assez onéreux. Donc, bien important en matière de protection des renseignements personnels, il faut prendre ça au sérieux.
Et notamment ici, là, ces amendes-là qu'on voit là ont été ajustées aussi dans le cadre des vols de données. Par exemple, si vous avez une intrusion, un vol de données dans votre pratique, dans votre cabinet, eh bien, vous disposez d'un délai de quelques jours pour le signaler auprès de la Commission d'accès à l'information. Et si vous ne le faites pas, bien, vous exposez à ces amendes-là. Et soyez bien avertis puisqu'il y a des fraudeurs qui vont, par exemple, s'introduire, donc ils vont pirater vos bases de données. Et ensuite, ils vont vous écrire quelques jours plus tard, soit après le délai prescrit par la loi. Ils vont vous écrire et vous dire, bien, vous n'avez pas déclaré l'intrusion auprès de la Commission d'accès à l'information. Donc, puisque vous ne l'avez pas fait, eh bien, c'est nous qui vous avons piraté. Donc, nous, on va vous dénoncer à moins que vous acceptiez de payer une rançon. Alors, imaginez, c'est terrible, mais en ce moment, c'est ce qui se produit dans l'industrie. Alors, il faut vraiment être averti. Maintenant, ça termine en partie la présentation d'aujourd'hui. Le 14 février, il va y avoir un autre mercredi. On va parler à ce moment-là des prêts CVT, donc les contrats de vente à tempérament, et on va voir les rétrocessions de biens comme remettre une maison, remettre une voiture. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le processus? Comment ça se rapporte sur le dossier de crédit? Donc, on va aller approfondir ça. Il y a beaucoup de choses que les professionnels du financement ignorent à ce sujet-là. Il y a des règles précises, par exemple, ou même des différences majeures lorsqu'il s'agit, par exemple, d'un prêt auto, d'une location ou d'un prêt assuré avec un immeuble. Donc, c'est important d'aller voir ça. Pour ceux d'entre vous qui ont besoin d'unités de formation continue pour leur ordre professionnel ou qui désirent tout simplement se former davantage, eh bien, on a des petites formations pour vous. Eh bien, fraude hypothécaire et avis de cotisation, c'est une formation qui pour les professionnels du financement. Vous apprendrez dans ça le top 10 des fraudes qu'il y a en ce moment au Canada et certains outils pour vous en prémunir. Et on va voir aussi une portion sur comment détecter les faux avis de cotisation qui circulent en ce moment dans l'industrie. On sait que les fraudeurs s'en procurent sur le dark web au coût de 15 donc c'est facile et d'autant plus, il faut s'en protéger, les détecter. Donc, on vous donne quelques trucs pour trouver certains éléments de sécurité qui sont sur les avis de cotisation. On a aussi, quand le crime organisé veut vos condominiums, eh bien, super formation donnée par un enquêteur chevronné et qui va vous expliquer comment le crime organisé procède dans les condominiums pour s'installer, s'incruster avec des activités criminelles. On va voir aussi, on vous invite à voir fraude et cybercriminalité avec le général Côté, ex-brigadier général du Canada. Donc, ces formations-là, quand on parle ici de fraude et cybercriminalité, va donner des UFC non seulement avec l'OASIC, avec l'AMF, mais également avec les membres du barreau. Même chose avec la formation quand le crime organisé veut vos condominiums et au niveau de fraude hypothécaire et la vie de cotisation, on parle ici d'accréditation du UFC pour l'OASIC et l'AMF. On a aussi en KYC, donc Know Your Clients, comment vérifier l'intégrité d'un partenaire immobilier. Super formation qu'on vous invite à suivre, qui va vous donner tous les trucs, comment faire de la recherche d'intégrité et réputationnelle avant de transiger avec même des clients ou des partenaires qui vous réfèrent des dossiers. Donc, vous allez aller très loin. Vous pouvez même savoir presque les aspirations politiques de vos clients ou de vos partenaires. Donc, c'est vraiment intéressant puisqu'on va fouiller dans toutes les bases de données. On va vous les montrer, toutes les bases de données publiques au Québec et au Canada. Ensuite, comment authentifier un permis de conduire québécois? Formation accréditée, un UFC avec l'AMF et l'OASIC, donc formation qui vous donne des trucs comment authentifier un permis de conduire et correction de crédit pour ceux que ça intéresse en vertu de la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, qui donne 12 UFC et qui vous montre comment corriger un dossier de crédit en vertu de la loi. Et à ne pas manquer, on a une formation pour les femmes célibataires qui explique comment investiguer, si vous voulez, la réputation d'un futur partenaire amoureux. Donc, on donne toutes les clés comment faire de la recherche
C'est une formation incroyable. C'est donné en collaboration avec le Phare des Affranchis. Donc, à chaque fois qu'il y a une vente qui est faite, il y a 20 qui est versé au Phare des Affranchis, qui est un organisme, en fait, c'est en partenariat avec eux. Donc, c'est un organisme euh, qui travaille au niveau de la traite des personnes. Donc, on verse un don chaque fois que vous achetez une formation. Donc, on offre un rabais de 50 pour ceux qui veulent s'inscrire. Vous utilisez le code promo COEUR50 jusqu'à la Saint-Valentin et vous allez pouvoir suivre cette formation-là en ligne qui est vraiment palpitante. Donc, vous allez aller très loin dans la recherche d'informations. Et ça, ce n'est pas juste valable, en fait, pour les femmes célibataires, mais par exemple, vous avez votre mère s'est fait un nouveau chum et le nouveau chum, vous avez des doutes, vous craignez pour votre patrimoine, votre héritage, eh bien, vous allez apprendre comment faire de la recherche. Donc, c'est très intéressant comme formation. Même chose aussi, votre fille se fait un nouveau chum, vous avez des doutes ou votre copine s'est fait un nouveau copain, vous voulez vérifier le copain parce que vous craignez pour sa sécurité. Vous pensez, vous êtes une mère monoparentale même, vous pensez, vous avez des enfants et vous rencontrez une nouvelle fréquentation, vous voulez vous assurer que cette personne-là n'est pas un pédophile. Donc, vous allez apprendre tous les trucs pour chercher. Alors, on vous invite à voir cette formation-là. On arrive à la fin, à la période de questions. Alors, on va ouvrir la parole. Alors, pour ceux qui ont des questions, je vous invite à poser vos questions maintenant en levant la main ou en les posant par écrit pour que Claudia puisse me les adresser. Donc, au cours de la présentation, Sylvain, on n'a pas eu de questions jusqu'à maintenant, mais on a eu des commentaires. Grand merci, toujours fort intéressant. Vous vulgarisez très bien et merci, toujours intéressant. Donc, merci beaucoup, c'est très apprécié. Bien, merci à vous tous. Merci d'être là. Je sais que la présentation va être rediffusée sur YouTube en passant pour la dernière que nous avons eue. Aujourd'hui, à ce jour, on est tout près de 4500 ou 4600 visionnements en 2 semaines. C'est vraiment surprenant. Je ne m'attendais pas à autant. Donc, très bonne formation sur les stratégies de sortie et les mauvais dossiers de crédit. Alors, merci beaucoup. J'espère que celle-là aussi va avoir autant de succès. Donc, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous allez sur YouTube, vous inscrivez Mercredi ou Académie AFPF et vous allez nous trouver. Donc, abonnez-vous à nos vidéos. On va avoir plusieurs vidéos. On a bientôt des vidéos sur la fraude qui s'en viennent aussi. Alors, merci de participer, merci de nous encourager et merci de suivre vos formations et faire vos UFC avec nous. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, je vous souhaite une agréable fin de semaine et on se revoit le 14 février pour la prochaine formation des mercredis.